le Nigeria. Je suivais encore les analystes qui en parlaient aujourd'hui et qui disaient que l'une des raisons pour lesquelles ça se tient en France, c'est parce que aussi le président Hollande veut faire plus ou moins pression pour que les pays environnants, dont le Cameroun, puissent s'investir véritablement dans la lutte contre Boko Haram avec le Nigeria. Dans la logique de cette histoire, rien ne laisse croire que c'est parce qu'il y a un problème entre le Cameroun et le Nigeria. Ce n'est pas le Nigeria qui a convoqué ce sommet à Paris, c'est le Nigeria. C'était en entente avec le président Jonathan. Oui, mais c'est la France qui l'a convoqué. Si c'était le Nigeria qui avait convoqué ce sommet à Paris, ça aurait paru curieux que nous qui sommes les plus près, les plus intéressés directement, que le Nigeria n'ait pas pensé à nous, mais c'est la France. Mais il y a quand même un problème pour la France qui a voulu organiser ce sommet Daniel, à Paris. il y a quand même un problème qui est constant, c'est que le Nigeria, à un moment donné, se plaignait de ce que le Cameroun laissait les membres de Boko Haram se réfugier sur son territoire, où le territoire camerounais servait de passage de transit d'armes. Il y a eu d'ailleurs un démenti du ministre de la Communication là-dessus. Oui, vous savez que le Cameroun, le Nigeria accusait le Cameroun à un moment donné de laisser le service de base arrière. Les bases arrière, laisser Boko Haram servir de base arrière. Ça a été dit. Et le ministre Tiroma d'ailleurs a répété. Hein, monsieur Imko, je parle sur votre contrôle. Hein. Je peux parler? Non, non, pas encore. Mais monsieur Ponarimis d'abord. Oui, j'ai fait sur ce sujet une sorte d'analyse un tout petit peu surréaliste. Le phénomène Boko Haram qui survient, on va dire comme ça, subitement, et qui commence à mettre à mal les rapports entre le Cameroun et le Nigeria. Parce que les rapports entre le Cameroun et le Nigeria sont quelque peu mis à mal aujourd'hui à cause de Boko Haram. Pourquoi est-ce que Boko Haram qui sévit au Nigeria commence à avoir un impact négatif entre les rapports, dans les rapports entre un pays présumé être l'une des puissances parmi les 15 puissances mondiales dans moins de 50 ans, okay, et un pays à côté qui partage avec celui-ci près de 1500 km de frontières. Que se passe-t-il derrière tout ça? Ce n'est pas aussi simple, à mon sens. Ce n'est pas aussi simple de penser simplement que, écoutez, la France qui aime le Cameroun, les États-Unis qui aiment le Nigeria, probablement à travers le pétrole qu'ils exploitent là-bas, et la France à travers toutes les richesses qu'elle exploite au Cameroun. On vous dit, mais non, le problème ne me semble pas si simple que si facile. Si on le prend aussi facilement, alors nous rentrons dans ce que nous avons vécu dans les années avant les indépendances, où chaque mouvement de revendication qui naissait en Afrique était un mouvement qui était systématiquement caricaturé de mouvements terroristes ou marxistes ou tout ce qu'on veut. Si nous allons sous le prisme des analyses des experts occidentaux, alors nous allons commencer à faire des analyses qui sont tronquées et nous allons repartir vers ce néocolonialisme qui a tous les visages. Votre analyse, c'est quoi? Mon analyse à moi est simple. Boko Haram, selon ce qui signifie et qui nous a été expliqué, je ne connais pas parler arabe, non à la civilisation occidentale. Non à la civilisation occidentale naît de quoi? Naît de l'injustice constatée du mauvais partage des richesses, ok, par rapport... Mais pourquoi ça a un impact chez nous alors, selon vous? Ça a un impact sur nous tout simplement parce que, à un moment donné, le Cameroun tend à engager des rapports très étroits sur le plan économique et même sur le plan géostratégique avec le Nigeria. Et ça, il y a certaines puissances occidentales qui se sentent quelque peu lésées. Vous pensez que ce sont ces puissances-là qui sont en train d'instrumentaliser Boko Haram? J'ai dit, je tiens une analyse surréaliste, mais en même temps, mon analyse surréaliste n'est pas une analyse si idiote que ça. Il ne faudrait pas ne pas prendre en compte un certain nombre d'observations. Parce que si nous oublions ce qui s'est passé hier dans nos territoires, nous allons ne pas être capables, nous risquons de ne pas être capables de pouvoir analyser froidement un tout petit peu ce genre de situation. Je dis, c'est surréaliste. Mais seulement, malheureusement, et c'est ça qui est grave, nous, les pays pauvres africains, n'avons pas toute cette puissance communicative qu'ont les autres, avec cette capacité maintenant de mettre en avant et de mettre avec beaucoup d'emphase des actes spectaculaires. Ne pensez pas que je suis d'accord avec ce que Boko Haram ferait par rapport, par exemple, aux jeunes filles qui ont été kidnappées, par rapport à tout ce que l'on peut raconter et à tout ce qui se passe dans le nord de notre pays. Ça,
C'est des situations. Je ne vais pas venir tout simplement... Qui a été prise, comme je l'ai dit tantôt, avec toutes les parties prenantes, je veux dire que les spécialistes de la plasturgie, les associations de consommateurs, les ONG, cette mesure vise 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de retirer de la circulation 30% d'emballage plastique. C'est de penser à valoriser 40%. Quand on dit valorisation, il y a recyclage, il y a récupération, il y a la réutilisation. Enfin, c'est aussi de promouvoir le traitement thermique de 30%. Donc voilà ce que recherche cette loi. Pourquoi donc, oui, pourquoi donc s'acharner sur les emballages de basse densité d'épaisseur inférieure ou égale à 60 microns? Tout simplement parce que c'est le plastique le plus utilisé, le plus fabriqué. Presque 87% des plastiques utilisés dans le monde appartient à cette catégorie-là. Comment 60 microns, c'est quoi? C'est les plastiques noirs qu'on voit là, les petits plastiques. C'est l'épaisseur. Mais il faut dire que les plastiques que nous voyons là, l'épaisseur dépasse à peine 20 microns. C'est très simple. C'est des emballages qui ne supportent pas le poids de 2 boîtes de beurre de 900 grammes. Donc voilà un autre problème central. Parce que les spécialistes de la plasturgie, je veux dire les promoteurs, les fabricants, ont passé tout le temps à discuter avec le ministre par rapport à cette épaisseur-là. Parce que plus l'épaisseur est élevée, moins vous gagnez. Alors qu'il y avait d'autres choses qui pouvaient poser au Premier ministre. Par exemple, nous avons la loi cadre et puis la loi sur les établissements classés, dans lesquels il y a quand même des dispositions légales qui donnent des avantages fiscaux à tout promoteur qui peut acheter une machine ou bien des activités favorisant la protection de l'environnement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que... Ils auraient pu pousser le ministre quand on parle de 60 microns, à promouvoir ce décret-là. vous voulez dire que ces petits plastiques-là ne sont pas biodégradables? Est-ce qu'au-delà de 60 microns, les plastiques sont biodégradables? Au-delà de 60 microns, parce qu'au départ, on a beaucoup plus parlé de la biodégradabilité. Mais quelques temps après, je ne sais pas si c'est un assouplissement de la part du ministre de l'Environnement ou bien c'est une discrétion. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de 60, à partir de 60 microns, biodégradable ou pas, est accepté. Mais alors c'est complètement ridicule. Moi, je suis allé dans un supermarché l'autre jour, on m'a remis un plastique que je n'ai jamais vu, qui est très dur. Et le monsieur m'a même dit quelque chose de très grave. Il m'a dit, mais en plus, vous pourrez le réutiliser autant de fois que vous voulez. Ce plastique-là ne peut pas se dégrader au bout d'un siècle. Jusqu'à l'heure actuelle, jusqu'à ce que j'entre dans ce studio, il n'y a pas de plastique biodégradable sur le marché. Voilà. Justement, on a envie de se demander pourquoi alors avoir pris la mesure s'il n'y a pas c'est une atténuation de la mesure. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Lors des rencontres avec les promoteurs de la plasturgie, le ministre leur a donné 3 mois pour se mettre en règle. Mais ils ont dit au ministre que non, il leur faut plus de ça, le temps de faire venir des équipements et puis des granulés. On leur a donné 18 mois. Vous savez très bien qu'au Cameroun, il y a une imagerie populaire qui dit que bon, la loi c'est 24 heures après on négocie. Malheureusement, ces fabricants ont été pris à leur propre piège. Ouais. Ils ont passé tout le temps à importer les granulés et les films de plastique interdits. Ils ont ignoré sciemment la loi et puis la fabrication des stocks d'emballages biodégradables. Et qu'est-ce qu'ils font enfin? Certains sont allés jusqu'à fabriquer les emballages orthodégradables, qui sont plus dangereux que les plastiques non biodégradables. Parce que orthodégradable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on introduit des féculents dans les films. Au contact de l'eau, ça se fragmente et ça se disperse. C'est des films, des particules fines qui se dispersent dans la nature, que vous pouvez boire dans l'eau ou bien consommer. Et c'est plus dangereux. Et vous pouvez attraper des maladies cancérigènes. Donc il y a eu, je dirais que, sans avoir peur, qu'il y a une partie qui n'a pas joué franc jeu quand même. Ok. Bon, moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir que l'État joue son rôle de régulateur, d'État-arbitre. Moi, ce qui m'intéressait là, au plus profond, c'est que ce rôle-là soit étendu à des choses encore plus grandes et plus importantes. On parlera tout à l'heure du plan d'urgence. Il y a dans notre économie un secteur qui pose problème énormément, dont on parle, mais pour lequel on n'a toujours pas trouvé de solution, le secteur informel. Vous savez, dans notre pays, il y a officiellement 105 000 entreprises formelles. Suivant le ministère du Commerce et le ministère des PME, il y a 400 000 qui sont dans l'informel. Donc nous pensons que si ce même État utilise la même puissance publique qu'il est en train d'utiliser pour les problèmes des plastiques, comme il a fait jadis pour
le pétrole frélaté, quand la Sonara avec le problème du Zoazoa. Tout ça en moins de 6 mois. Vous pensez que c'est réalisable, ça? Non, il est réalisable, mais je crois que dire que c'est en moins de 6 mois, dire que c'est en 6 mois, c'est pas en 6 mois. On a dit cette année. Il est réalisable, le plan est réalisable, mais sur une période plus longue que 6 mois, c'est-à-dire... Le Premier ministre, là, quand ils ont fait la réunion, c'était pour 2014. Non, je crois que 2014, c'est pour faire en fin d'année peut-être une sorte de bilan de ce qui aurait été fait pendant le reste d'année qui reste à courir, jusqu'en décembre. Là, on pensait qu'on pourrait plus dire peut-être 2018. La fin du on peut même dire, voir ce qui peut être fait en 24 mois ou en 18 mois. Mais faire tout ça en 6 mois, c'est pas possible. Bon, monsieur Ward, je n'y crois pas. Oui, je dis que donner 6 mois, donner 6 mois, je crois qu'il doit avoir... C'est pas possible. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est pas possible, monsieur Ward. C'est bon, on l'a trouvé. Pour mieux comprendre cette énigme, il y a lieu de rechercher l'origine de ce plan d'urgence. En réalité, pour moi, il s'agit de la réponse du gouvernement au discours du 31 décembre. C'est ça. Le gouvernement veut prouver au président de la République qu'il n'est pas aussi nul qu'il est et qu'il pense et c'est pour ça qu'il y a une confusion. On nous parle de plan d'urgence alors qu'il s'agit de mesures pour améliorer la DSCE. C'est des mesures pour améliorer les performances de la DSCE. Parce que comme il l'a dit tout à l'heure, la plupart des performances prévues jusqu'ici ont échoué, n'ont pas été réalisées. Et pour améliorer ces performances, on n'a pas besoin d'appeler ça plan d'urgence. On dit non, pour améliorer les performances de la DSCE, il faut... Parce que tout ce qu'il cite là, comme tout le monde le dit, ce n'est pas des mesures qui vont avoir des effets en 4 mois, en 6 mois. Non, c'est des mesures à terme, amélioration du climat des affaires. Mais nous, on ne fait que ça, on lutte depuis 2006 dans ce chapitre, et les effets sont là, mais ce n'est pas des trucs qu'on peut rapidement réussir à cadrer en 4 mois. L'agriculture, améliorer la disponibilité des facteurs de production mondiaux. Il s'agit de quoi? L'offre d'électricité, l'offre d'eau. Mais ce n'est pas en 4 mois. On a des grands chantiers qui sont engagés. En fait, plus grave. Vous voulez dire que le gouvernement a voulu tromper le président? Non. Oui, je crois. A voulu tromper tout le monde. Plus grave. Quand on parle du financement... J'ai encore la parole. Plus grave, lorsqu'on parle du financement de ce plan d'urgence, c'est un faux financement. Il n'y a aucun financement là-dedans. Puisqu'en réalité, ils disent qu'ils vont réussir à trouver dans l'amélioration... Ils ont dégagé un tiers dans le budget actuel et 2 tiers à trouver par les prêts. Thierry, quand on finance un plan d'urgence, on va chercher de l'argent quelque part. On distribue au ministère pour améliorer leur performance ou la performance dans la réalisation des objectifs à court terme qui peuvent, influer sur le taux de croissance de cette année. Mais ce plan d'urgence n'apportera rien à notre point de vue. Mais vous pensez que le gouvernement... C'est des effets d'annonce et le gouvernement veut sauver sa tête. Il y a une entourloupe, le président, pour essayer de calmer le courroux du président... le gouvernement s'est précipité à élaborer un plan qui n'est en fait pas réalisable. Tel qu'il le dit, pas réalisable en 6 mois. Le plan d'urgence... Le Premier ministre a parlé de 2014. Hein. Le plan d'urgence... Le 6,1% de croissance... C'est 2014. Vous savez Thierry, le plan d'urgence est une illusion. Il ne sait pas de quoi il parle. Le plan d'urgence est une illusion, pourquoi? Parce que ce n'est pas une vision qui est en train d'être mise en place. Il s'agit de la réaction d'un gouvernement à un discours de son chef. Cette réaction, et tout le monde l'a constaté, est venue avec un retard qui a d'ailleurs surpris tout le monde et que tout le monde a décrié. Maintenant, mieux vaut tard que jamais, mais que dit justement maintenant, que nous apporte cette réaction?
dans sa réaction, on se rend compte que tout ce qui est dit... Non, il n'y a pas de principe. C'est pas le principe, c'est ce qui est en train de se réaliser. Donc, c'est ce qui est en train de se réaliser. Il faut aller à Kribi. Il faut aller à Kribi. C'est ça qui est en train de se réaliser. Si on peut revenir sur donc, alors ce que j'ai entendu de il faut quand même que monsieur Ward c'est qu'avec ce port, maintenant, Kribi sera donc un pôle attractif de développement et lui. Donc, monsieur Ouingo a mal compris. C'est ce que moi j'ai entendu. J'ai pas mal compris. J'ai compris. Je suis pas économiste. Je voulais dire aussi que oui, monsieur Ouingo. Nous avons un très grand pays. Nous avons 4 grands atouts. Nous avons un sous-sol très riche. Je me rappelle qu'en 1986, le professeur Samuel Martin Eno Belinga, il était à l'époque l'un des meilleurs spécialistes des sciences minéralogiques, a publié 2 livres, la géologie appliquée. Il a démontré comment le sous-sol camerounais est hyper riche et même insondable. Mais qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi nous attendons les réformes courageuses pour que ce pays marche? Et quand j'entends mes illustres prédécesseurs sur ce plateau, on me parle beaucoup plus de chômeurs. Le chômeur, c'est celui qui a un diplôme et qui ne travaille pas. Qu'est-ce qu'on fait de celui qui n'a pas été à l'école et qui a droit à la vie? Voilà notre combat au FSNC. Et j'ai brandi ce décret signé par le Premier ministre qui parle de haute intensité de main-d'œuvre. Mais on ne voit rien. Mais on attend des grands chantiers, des projets structurants qui doivent faire travailler ces enfants-là. Oui, Lompanga, il y a les autoroutes, il y a le tramway. Il y a le tramway. Oui, voilà. Le tramway. Dans une ville montagneuse. Oui, vous savez, il n'y a pas encore l'électricité, mais bon, ça viendra. Oui. Rapidement, pour répondre sur le tramway. Si vous avez eu l'avantage de parcourir le plan de développement de la ville de Yaoundé qui avait été mis en place en 1980, ce plan de développement prévoyait un tramway dans la ville de Yaoundé, parce qu'il y a aussi le même plan qui avait été fait sur la ville de Douala, prévoyait un tramway dans la ville de Yaoundé en l'an 2000, prévoyait un mini-métro dans la ville de Yaoundé en 2000. Ça, c'est des documents qui ont été écrits, faits par des experts et tout, mais bon, passons. C'était juste un moment pour dire... Petit retard, ça non, c'est des redites qui n'ont pas d'importance. Ce que je voulais dire, pour terminer ce soir, c'est... nous sommes en mai 2014. Nous attendons encore la Banque agricole. Nous sommes en mai 2014. Nous attendons la Banque des investissements. Nous sommes en mai 2014. On nous avait promis la mise en place d'un tissu industriel proprement camerounais à partir duquel le tissu économique camerounais devait se développer. Et que on vienne en mai 2014 aller en Angleterre, comme on est sorti il y a quelques jours de France, comme on était il n'y a pas longtemps en Turquie, au Brésil, aller chercher des hommes d'affaires pour venir investir au Cameroun. Je suis désolé, la navigation a vu continue de perdurer dans la mesure où les gouvernants camerounais n'ont pas pour préoccupation le bien-être des populations camerounaises. Toutes les mesures qu'ils mettent en place, c'est des mesures pour leurs dépenses personnelles. Ce n'est pas pour améliorer le bien-être et la vie des Camerounais. Actuellement, en Suisse, on est en train de parler du relèvement du SMIC en Suisse à 3 300 €. Au Cameroun, le SMIC est à 28 000 francs. Vous estimez que nous atteindrons un jour l'émergence avec des Camerounais incapables de consommer? Lorsque nous savons déjà que même la base de 28 est une base en réalité qui ne concerne même pas, je ne sais pas, même pas 5 millions de Camerounais? Non, soyons sérieux. Si nous voulons véritablement, et ça je m'adresse là maintenant à M. Wanko, qui ce soir m'a paru très gêné par rapport à un certain nombre de sujets. Et ça, je le dis, c'est un constat, on est tous des Camerounais, mais cette jeune démontre à raison
Probablement qu'il a des idées, peut-être qu'il les met. Monsieur Rowe est un peu fatigué ce soir. Mais non, non, il ne faut pas déranger monsieur Rowe. Répondez, monsieur Rowe. Répondez parce qu'on a besoin de conclure. Non, je suis ni gêné ni fatigué. Mais vous ne pouvez pas avoir affaire à des gens parfois qui sont de mauvaise foi, qui voient le mal partout. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et on ne peut pas dire